On doit à Joseph d'Estrée, à l'époque le spécialiste d'Hugo van der Goes, la parution en 1929 dans le bulletin des musées royaux des beaux-arts de Belgique du premier article scientifique faisant référence à l'activité du restaurateur Jeff van der Weken. Un panneau acheté 6 ans auparavant par le musée, à la vente Nijenrode, chez Müller à Amsterdam, et qui présentait une particularité iconographique plutôt dérangeante. L'enfant semblait tenir entre ses mains un objet qui, selon Max Friedlander, ressemblait à une saucisse. L'expert allemand, qui avait vu le panneau quelques années auparavant chez le marchand Böhler à Munich, conservait dans sa photothèque un cliché antérieur à l'état de 1923, cliché où l'enfant enserrait entre ses mains un oiseau d'une espèce indéterminée. La question qui se posait en 1929 était la suivante. Qu'est-ce qui constituait l'état original du panneau? Un oiseau ou autre chose? Van der Weken apporta la réponse de manière inattendue. Il n'y avait pas de trace de volatile, mais bien celle d'une pomme de pin. Donc c'est l'état final, l'état actuel en tout cas, dans un état d'usure significatif qu'il entreprendra de reconstituer. Donc si on compare les 3 états, on passe donc d'un oiseau à une saucisse et finalement une pomme de pin. Van der Weken n'était pas étranger au monde de l'art. Il travaillait en tant qu'indépendant pour le musée depuis plusieurs années, mais il jouira dans les années 30 d'une notoriété considérable, notamment suite à la restauration de la Vierge au chanoine van der Pal, le chef-d'œuvre de Jean Van Eyck conservé au Groningen Museum. Pour la petite histoire, le sexe de l'enfant avait disparu suite au nettoyage d'un voile de pudeur. On voit difficilement peut-être le voile de pudeur sur la gauche. Et le restaurateur fit poser un de ses petits-fils afin de restituer cette partie de la composition. Van der Weken avait à cœur d'entretenir cette renommée, par exemple en accordant des interviews à des illustrés à grand tirage, tel le Stad Antwerpen en 1934, ou encore le Kölnische Illustrierte Zeitung, une publication au service de la propagande nazie. Les demandes de restauration émanant des musées ou des collectionneurs privés s'intensifient jusqu'à la Deuxième Guerre mondiale. Il serait fastidieux d'en énumérer la liste, mais citons les interventions les plus importantes. Les panneaux de l'Adam et Ève de Jean Van Eyck, un dépôt du musée de Bruxelles à la cathédrale de Saint-Bavon, restauration effectuée vers 1938-39. Dans les collections du musée de Bruxelles, le portrait de Jean Froidmont, de Roger de la Pasture, le triptyque de la dernière scène de Dirk Bouts à Leuven, les Memling du Saint-Jans Hospital de Bruges, le triptyque Anton de Bernard Van Orley au musée de Bruxelles, les Peter Bruegel et Christina Curie m'avait fait part de cette restauration que je n'avais pas détectée, le paysage d'hiver du maître, de Peter Bruegel, bien sûr, qui se trouvait à l'époque dans la collection Delport. Van der Weken n'est pas seul à la tâche. Dès le début des années 20, il travaille avec son beau-fils Albert Philippot, que certains d'entre vous ont connu. Sa fille Emilia, la fille de Van der Weken, et Albert Philippot s'étaient rencontrés peu après la Première Guerre mondiale à l'Académie de Bruxelles, où ils suivaient tous les deux les cours de Jean Delville et de Constant Montal. Albert obtiendra en 1922 le prix de Rome. Nous voyons ici Jeff Van der Weken sur l'échafaudage et Albert Philippot en bas à droite, travailler à la restauration du martyre de Saint-Liévin du musée de Bruxelles, qui avait été endommagé suite à une manipulation malheureuse du chef-d'œuvre de Rubens. Oui? Ah, pardon. Merci. Oui. Van der Weken publie en 1938 dans les Gens Bijdrage tot de Kunstgeschiedenis un article en néerlandais sur la technique de Jan Van Eyck, en fait un plaidoyer pour l'utilisation de l'œuf et non de l'huile, comme le liant utilisé par les peintres du XVe siècle. Une théorie qui ne semble pas avoir eu une réception dans le milieu scientifique de l'époque. Il débute sa copie du panneau des juges intègres de Jean Van Eyck, quelques mois avant que n'éclate la Deuxième Guerre mondiale, et il est détaché, entre autres avec Raymond Pelgrims de Bigard, en décembre 1941 à Pau, pour s'assurer des conditions de conservation du polyptyque de l'agneau mystique.
Son atelier, qui se trouvait rue Fauchil à Woluwe-Saint-Pierre, est détruit en novembre 1944 par un V1. Donc le bâtiment qu'on voit est un bâtiment qui a été fortement restauré, géré après la Deuxième Guerre mondiale. Une partie de ses archives disparaît dans le sinistre, ainsi qu'un ensemble important de la production artistique de son beau-fils Albert Philippot. Il déménage rue Souveraine 29 à Ixelles en 1945, où son épouse décède le 16 août 1946. Il est consulté la même année en tant qu'expert lors du procès Van Meegeren. On voit ici à gauche Han Van Meegeren. Et se lie à cette occasion avec le collectionneur Daniel Georges Van Beuningen, qui lui confie le nettoyage du panneau des Saintes Femmes au tombeau, un panneau qui était donné à l'époque à Hubert Van Eyck. Van der Weycken, qui finalise la copie des juges intègres vers 1951, est fortement diminué dès le milieu des années 50, suite à la perte d'un œil. Je pense que c'est visible sur cette photo. Il épouse le 6 mars 1954 sa cadette de 34 ans, Maria Zoe van Reuskensveld, qu'il avait formée en tant que restauratrice. Un point important, Van der Weycken était marié avec sa première épouse sous le régime de la communauté de biens. Il a été amené à l'occasion de son remariage à procéder à la division de son patrimoine, en ce compris une partie de ses archives et de ses dessins. Il décède à Bruxelles le 10 mars 1964. Qui était Joseph ou Jeff Van der Weycken? Il voit le jour à Anvers le 4 avril 1872, perd ses parents très tôt et entre en tant qu'apprenti dans une entreprise de peinture décorative où il se spécialise dans le faux marbre. L'élément de rupture dans sa carrière professionnelle est son service militaire. Il entre en service actif dans le 8e de ligne et autorisation lui est accordée l'année suivante de suivre le soir des cours de peinture à l'Académie d'Anvers, qu'il réussit 3 ans plus tard en tant que premier de sa promotion. Van der Weycken est le second personnage à partir de la gauche. Libéré la même année, il poursuit toujours à Anvers une activité de peintre en bâtiment pendant quelques années et épouse le 29 mai 1897 Constantia Hogerheide. Elle a 7 ans de moins que lui et leur fils Pierre naît quelques mois plus tard. Je vais revenir sur l'arbre généalogique que j'ai schématisé ici. Je n'ai malheureusement pas de photo de Madame Hogerheide. Donc, ce qui est important de savoir, c'est que il a eu 2 enfants, Pierre, l'aîné Emilia, qui va épouser Albert Philippot, comme j'ai déjà dit. Et c'est important pour la suite, dans la mesure où vous allez voir où les archives vont se retrouver suite aux différents événements successoraux liés à la disparition de Jeff Van der Weycken. À ce stade, nous sommes vers 1900, il est difficile d'élaborer quelle était l'activité professionnelle de Jeff Van der Weycken jusqu'en 1910. Vers le début de la seconde décennie, il dirige une galerie d'art, la Early Art Gallery, rue de la Régence, à l'endroit où se trouve aujourd'hui le musée Fin de siècle, et une galerie dont il est propriétaire. Il est domicilié à Boisfort en 1912, profession artiste-peintre. On le retrouve à partir de 1913 à Woluwe-Saint-Pierre, où il a construit donc l'hôtel de maître qui va être détruit en 1944. Son atelier de restauration se trouvait à l'étage du domicile rue Fauchil. En fait, la fortune critique de Van der Weycken avait débuté bien avant 1929. Suite à une polémique suscitée par l'exposition à Londres en 1927 de primitifs flamands dont l'authenticité avait été mise en doute, entre autres par Friedrich Winkler, Hulin Delot, qui avait participé à la sélection des œuvres, se crut obligé de répondre aux attaques lancées par certains de ses confrères. Il rédige un article qu'il publie la même année, donc 1927,
dans le bulletin de l'Académie royale de Belgique, classe des beaux-arts, dans lequel il relate sa rencontre avec un amateur éclairé, sur lequel on reviendra bientôt, qu'il introduit auprès d'un restaurateur qui prétend, preuve à l'appui, être l'auteur de 2 œuvres présentées à l'exposition en tant qu'œuvre originale. Van der Weycken n'est jamais mentionné dans l'article, mais il ne fait aucun doute que c'est bien lui qui est en cause. On retrouvera plus tard dans ses archives une partie des documents qu'il a montrés à Hulin et auxquels ce dernier fait référence dans son texte. Il s'agit tout d'abord du numéro 86 du catalogue, ici à droite. Friedlander, qui publia bien plus tard, en 1946, les 2 œuvres dans son livre Von Kunst und Kennerschaft, souligne à juste titre la mécompréhension par le copiste de la signification de la scène. L'œuvre originale, ici à gauche, mais fortement dégradée, représentait un mariage mystique de Sainte Catherine, l'enfant glissant une bague au doigt de la sainte. Sur la copie, la bague a disparu et l'enfant semble curer les ongles de la martyre. Selon le restaurateur, la copie qu'il avait effectuée lors de son intervention sur le panneau original avait été confiée temporairement à un client qu'il n'avait jamais retourné et qu'il n'avait plus revu, jusqu'à ce que l'antiquaire Dorus Hermsen la prête aux organisateurs de l'exposition de Londres. La deuxième œuvre est plus problématique encore. Il ne s'agit plus d'une copie, mais d'un pastiche. L'archange Gabriel est un emprunt littéral à l'Annonciation du Louvre, que vous voyez ici à droite. La Vierge est un emprunt à un panneau de son école, aujourd'hui à la National Gallery de Washington, et qui représente l'apparition du Christ ressuscité à sa mère. Le restaurateur avait utilisé une photo de la fille de son jardinier pour le visage de la Vierge. C'est également un antiquaire londonien qui l'avait prêté à Londres, Lionel Harris. En 1999, la Fondation Roger de la Pasture organisa au musée de Tournai une exposition documentaire consacrée à l'artiste, né dans la cité scaldienne 6 siècles plus tôt. La Vierge à l'enfant de Jean Gros, un panneau de Roger de la Pasture conservé au musée de Tournai depuis la fin des années 40, fit l'objet d'une analyse technique poussée dans le laboratoire d'études des œuvres d'art par les méthodes scientifiques, le Labart, à Louvain-la-Neuve, sous les auspices des professeurs Roger Van Scoot et Hélène Verhoekstraat. Les conclusions du rapport étaient tout à fait inattendues. Le panneau était un faux moderne, datant probablement des années 20. Cette information est tout à fait stupéfiante. Le panneau fait partie d'un corpus qui n'avait jamais été challengé jusqu'à ce jour, d'autant plus que le pendant est connu. Il s'agit du portrait de Jean Gros en prière, conservé au musée de Chicago. J'ai discuté de cette affaire avec un ami très proche, Pascal Reuys-Rackès, avec qui je partageais une fascination totale pour la peinture primitive flamande. Pascal me confia qu'il avait rencontré Van der Weycken pour la première fois après la Deuxième Guerre mondiale, quand un ami de sa famille, l'industriel, collectionneur et bibliophile Léon Speltings, lui avait demandé d'amener au restaurateur un panneau de sa collection afin de le nettoyer. Il s'agissait de la Vierge à l'enfant, donnée en 1956 au musée de Gand par les amis du musée, dont Léon Speltings était membre, une œuvre de très grande qualité et qui est une œuvre originale. Pascal revint souvent rue Souveraine et s'était lié d'amitié avec Van der Weycken, qui se révéla un mentor hors du commun dans le développement de ses connaissances artistiques et qui lui permit aussi d'accéder à sa documentation photographique tout à fait exceptionnelle. Pascal se souvenait parfaitement d'avoir vu dans cette documentation un cliché du panneau tourné avant l'intervention de Van der Weycken. Il s'agissait d'une œuvre originale, donc pas un faux, mais dans un état particulièrement délabré. Après la mort du restaurateur en 1964, il avait gardé des contacts avec sa deuxième épouse, Maria Zoe van Reuskensveld, décédée en 1989, et m'avait confié le nom de la personne qu'il avait désignée comme sa légataire universelle. Il s'agissait de Anne-Marie Depau. Donc c'est le lien ici à droite entre Marie
Zoé van Ruyskenveld et Anne-Marie Depeau, que vous voyez. La publication des archives dont Anne-Marie Depeau avait hérité a été jusqu'à présent partielle. À l'occasion de l'exposition Fake Not Fake, organisée en 2005 par le musée Groening de Bruges, sous la direction scientifique de notre confrère Till Holger Borchert, la légataire avait accepté l'idée de présenter les résultats de l'investigation pour le Labart d'œuvres données à des primitifs flamands, mais dont l'état de surface s'avérait problématique. Et toutes les œuvres qui ont été exposées à Bruges n'étaient pas nécessairement passées par les mains de Jeff van der Weken. Mais Anne-Marie Depeau avait demandé de limiter ses investigations aux œuvres en collection publique, et ce pour des raisons juridiques parfaitement compréhensibles. Donc Vierge à l'enfant de Jean de Gros, une annonciation du musée d'Anvers qu'on va voir d'ici quelques secondes, un repos pendant la fuite en Égypte au musée de au Groningen Museum, etc. Fort heureusement, l'acquisition des archives d'Anne-Marie Depeau effectuée par le RKD il y a quelques années permet aujourd'hui d'accéder à des documents nettement explicites pour ce qui concerne les œuvres restaurées par Van der Weken, ou plutôt hyper restaurées, pour employer un terme créé à l'occasion de l'exposition de Bruges, et plus spécifiquement les œuvres de la collection Renders. Émile Renders est un personnage exceptionnel pour ce qui concerne la peinture des Pays-Bas au XVe et XVIe siècle. Orphelin et autodidacte, tout comme Van der Weken, on lui connaît une activité de dessinateur. Il illustre dès 1898 un ouvrage de Moritz Sab, qui deviendra plus tard conservateur du musée Plantin Moretus à Anvers, et se spécialise dans un domaine tout à fait particulier, l'illustration scriptophilique. Donc, il était vraiment spécialisé dans le dessin de titres. Alors, ce qui est très amusant, et bon, ici la société s'appelle Comptoir Reichardt, et en faisant quelques recherches, on retrouve ceci. En fait, il étend ce domaine d'activité jusqu'à devenir partie prenante à une aventure industrielle, en compagnie donc du fameux Eugène Reichardt, la société anonyme Tramway et chemin de fer électrique Rome Civita Castellana Viterbo, fondée en 1904 et qui obtient du gouvernement italien une concession qui finalement s'avérera non rentable et qui, après une restructuration en 1913, disparut en 1921. Donc, on voit en bas à droite la signature d'Emile Renders en tant qu'administrateur de cette société. Un peu avant la Première Guerre mondiale, Emile Renders milite à Bruges dans le Parti libéral et débute en 1923 une collection de tableaux anciens qui deviendra rapidement célèbre. Dès 1926, certaines de ses œuvres sont prêtées alors lors d'une exposition de prestige que le gouvernement belge organise à Berne. La collection fera sensation lors de l'Exhibition of Flemish and Belgian Art à Londres en 1927, dont on a déjà parlé. Et à cette occasion, Renders édite à compte d'auteur le catalogue de sa collection. Il s'assure le concours de 2 noms prestigieux de l'histoire de l'art de l'époque. Édouard Michel, conservateur au musée du Louvre, prend en charge la rédaction des notices et Georges Hulin Delot l'introduction. On y retrouve quelques grands noms de la peinture flamande de l'époque, Roger van der Weyden, Lemaitre de Flémal, Hans Memling ou encore Quentin Metsys. Renders vend en mars 1941 sa collection au marchand Alois Miedel, qui en cède une partie au maréchal Göring. Les archives conservées par Van der Weken sont sans appel. La plupart de ses œuvres ont fait l'objet d'une hyper-restauration. La surface actuellement visible est d'un point de vue stylistique et qualitatif sans rapport avec le panneau avant intervention de Jeff van der Weken. 2 exemples sont à cet égard particulièrement parlants. La Vierge allaitant l'enfant attribué au maître de Flémal, état en 1927, état avant l'intervention de Jeff van der Weken. Pascal Reusrakis, qui a connu Miedel à Munich au milieu des années 60, m'a confié avoir vu ce panneau dans un coffre dont Miedel était titulaire dans une banque suisse. La Vierge à l'enfant avec un ange est un panneau qui bénéficie d'un certificat de Max Friedlander, daté de 1926, et qui le donne à la jeunesse de Memling.
Max Friedlander conservera d'ailleurs cette attribution dans le volume 6 de son Alt-Niederländisch Malerei qui publie en 1928. Göring, qu'il a acquis de Middle, sera autorisé à conserver le panneau dans sa cellule après la capitulation allemande. Et il l'offrira au colonel américain Burton Andrews, en charge de sa captivité, juste avant d'avaler la capsule de cyanure qui lui permettra d'échapper à son exécution. Après être passé chez le marchand hollandais Kramer en 1976, le panneau était conservé dans une collection marseillaise il y a quelques années de cela. Voilà l'état du panneau avant l'intervention de Van der Weycken. Je vais faire un aller-retour. Je pense que c'est tout à fait exemplatif de la méthode de travail de Jeff Van der Weycken. Si on veut une vue d'ensemble, maintenant, j'irai du... J'attends un peu parce que la dia est plus lourde. Voilà. C'est la vue d'ensemble de quelques œuvres de la collection Renders, dont la Madone de Jean de Gros au milieu. En bas, vous avez l'annonciation qui a été donnée au maître des portraits Baroncelli, qui se trouve au musée d'Anvers. En haut à droite, la Madeleine Renders, la Madeleine Renders, qui a été saisie par l'État belge à l'IRPA. Voilà l'état de surface de ces différents panneaux, avant qu'ils ne passent dans les mains de Jeff Van der Weycken. Citer toutes les œuvres qui sont passées entre les mains de Van der Weycken et qui ont fait l'objet d'une hyper-restauration serait long et dépasserait les limites du présent exposé. Il a appliqué pour sa clientèle privée cette stratégie de façon substantielle depuis le début des années 20 jusqu'au début des années 50. Les recherches auraient pu s'arrêter ici si le cliché suivant ne s'était pas retrouvé dans les archives détenues par Anne-Marie Depot. Dans le dossier Boots de la Whit Library à Londres figure une copie de ce cliché, mais avec la mention dans le bas Mitteilung. On le voit en bas, Mitteilung. J'avais vainement cherché les Mitteilung des Museumsverbands dans les catalogues des grandes bibliothèques, et je m'en étais ouvert à une personne que certains d'entre vous ont certainement connue, un puits de science en matière de bibliographie de l'histoire de l'art et par ailleurs de l'archéologie de l'Afrique du Nord, le regretté Jacques de Berck, en charge de la bibliothèque de l'IRPA. Je reçus une réponse immédiate de Jacques et des plus inattendues. Les Mitteilung, une revue qui existe sans exister, tout en avançant des cartonnages bourrés de numéros publiés entre 1899 et 1942. Le Museumsverband est en fait une société secrète réunissant les meilleurs connaisseurs dans leur spécialité, très structurée et forciée de reconnaître un aspect spécifiquement germanique, et dont l'objectif était de combattre un fléau de plus en plus préoccupant pour les responsables de collections publiques, le faux artistique. Chaque numéro rappelait à ses membres qu'on attendait d'eux qu'ils conservent les numéros dans un endroit gardé et secret, de s'engager à retourner ces numéros dans l'hypothèse où ils quittaient le Museumsverband, et de s'assurer qu'il en soit de même en cas de décès. L'activité de la société ne se limitait pas à la peinture. Les falsifications dénoncées par ses membres concernent à peu près toutes les branches de l'histoire de l'art. Pour ce qui concerne la Belgique, seuls 3 experts ont été cooptés. Jean Capart, le fameux professeur bergamote des 7 boules de cristal, Leo van Peuvelt et, plus intéressant, Paul Koremans, dans la mesure où l'association Museumsverband englobe désormais l'aspect physico-chimique de la question, ce qui était nouveau. À des titres divers, ces 3 historiens-là ont été confrontés à la problématique du faux. Pour Jean Capart, on se souviendra des fameux scarabées de Nekao II. Van Peuvelt a compris l'importance de s'entourer de spécialistes en la matière. Van der Weycken et Albert Philippot vont travailler pour les musées de Bruxelles dès la nomination de Van Peuvelt en 1927. La contribution de Paul Koremans dans l'analyse critique des faux Vermeer peints par Hans van Meegeren reste dans toutes les mémoires. La fortune critique de Van der Weycken auprès du Museumsverband est particulièrement impressionnante.
il fait partie du bottin mondain des faussaires que le Verband publie en 1929, et sur les 812 articles des Mitteilung, 6 lui sont consacrés. Le premier date de 1911, c'est la fameuse Vierge dans l'église que je vous ai montrée il y a quelques minutes. Passé en 1911 chez le collectionneur von Stolk à Scheveningen, il est entré en 1917 dans les collections du musée de Manchester. Et dans la notice, le nom et l'adresse de Van der Weyken sont mentionnés dans la communication. C'est ce que j'ai mis en blanc. Donc dès 1911, on savait que c'était un faux, mais manifestement, le musée de Manchester n'était pas abonné au Mitteilung, puisqu'il l'a acheté à ce moment-là. L'année suivante, Max Friedlander analyse une œuvre combinant des éléments provenant des portraits d'Albrecht Dürer et de Bernard Van Orley. On voit sur le faux à gauche, effectivement, que le visage était emprunté à l'Albrecht Dürer, le portrait du musée du Prado. La manche et la main, en bas, ont été empruntés au portrait de Carondelet de Bernard Van Orley à la Pinakothek de Munich, qu'on a vu lors de l'exposition Van Orley que Véronique Buchen a organisée au Palais des Beaux-Arts il y a quelques années de cela. En 1930, Friedrich Winkler attribue plus d'une dizaine d'œuvres. Pardon, excusez-moi. Vogelsang consacre en 1926 un article au portrait d'un certain Sacré, dont les archives d'Anne-Marie de Pau conservent un dessin préliminaire qui a été présenté à Bruges. Et plus intéressant, une mention manuscrite de Van der Weyken qui explique ce qu'il avait fait. En fait, il donne le nom de la personne qui était représentée, M. Sacré, portrait, en Hand van der Weyden, portrait met pijl in de hand. La main a été en fait empruntée au célèbre portrait de Van der Weyden, l'homme à la flèche du musée de Bruxelles. En 1930, Friedrich Winkler attribue plus d'une dizaine d'œuvres, faux ou hyper-restauration, à Van der Weyken. Il revient en détail sur l'exposition de Londres de 1927. Les 2 panneaux qui ont été confessés par le faussaire qu'on a vu tout à l'heure sont analysés en détail, mais fort étonnamment, il ne souffle mot de la collection Renders. Toujours l'Omerta. À la différence de Hulin Delot, Winkler attribue sans ambiguïté la paternité des 2 œuvres dont nous avons parlé au faussaire. Donc son nom était connu donc, dès 1930 pour cette partie-là. Il détecte le caractère problématique du panneau légué par Pablo Bosch en 1916 au musée du Prado, qui le conserve toujours. Le dessin préparatoire est conservé dans les archives de la petite fille du faussaire, Louise Dolphin van der Weyken. Ces archives ont été révélées au public suite à une émission que le journaliste de la RTBF Gérard Rogue a consacrée à Jeff van der Weyken. Je reviens simplement sur l'arbre généalogique, donc c'est bien Louise van der Weyken, Dolphin van der Weyken était la fille de Pierre. Donc une partie des archives ont été divisées très rapidement parmi les différents membres de la famille. Plus intéressant, Winkler est le premier à faire référence à un triptyque qu'il donne à la jeunesse de Van der Weyken, une œuvre passée en vente chez Eberle à Cologne en 1905, donc c'est très tôt. Son analyse est toutefois faussée, dans la mesure où s'il établit correctement qu'une partie de la composition est empruntée à un Memling ou à une œuvre qui est donnée à son entourage, qui se trouve aujourd'hui au Metropolitan Museum, il fait référence à une œuvre pour la deuxième partie de la composition, celle plus liée à l'enfant, pour laquelle il commet une erreur. En fait, le panneau qu'il reprend dans sa démonstration est aussi un Van der Weyken. En fait, il aurait dû sélectionner, pour être correct, ou bien ce panneau-ci qui se trouve à Magdebourg, ou un autre panneau qui se trouve à Berlin, mais qui, eux, sont bien des œuvres originales du XVIe. Winkler réédite son exploit en 1935 quand il analyse dans un nouveau numéro de Mitteilung plusieurs panneaux présentés à l'occasion de l'exposition universelle tenue à Bruxelles. Enfin, le bouquet final date de 1938. Vogelsang publie un panneau copié d'après Roger van der Weyden et qui est manifestement issu de l'atelier de van der Weyden. Ensuite,
Clio s'endort pour les 60 prochaines années. L'omerta va durer 3 générations, plus un seul mot concernant les faux et les hyper-restaurations commis par Van der Weycken. Nous avons évoqué l'exposition de Tournai en 1999 et les réactions qu'elle a suscitées avant d'aboutir à celle de Bruges en 2004. À la même époque, et de façon indépendante, 2 chercheurs abordaient cette thématique. Marianne Ainsworth, tout d'abord, dans un article qu'elle publie en 2001 dans la revue American Apollo, Caveat Emptor, an Early 20th Century Workshop for Flemish Primitives. Sans entrer ici dans le détail, l'auteur associe une poignée de triptyques et de panneaux qui sont manifestement des pastiches et considère l'activité du faussaire comme étant probablement à localiser à Berlin. Elle reproduit en frontispice de son article un triptyque aujourd'hui à la Penn State University dans les collections du Palmer Museum of Art. Le lien avec le triptyque publié par Friedrich Winkler est évident, mais Marianne Ainsworth ignorait à l'époque l'existence du Museumsverband et de ses publications. Quelques mois plus tard, notre confrère Didier Martens publie dans un des derniers numéros de la prestigieuse Gazette des Beaux-Arts un article consacré à 2 panneaux du musée du Petit Palais qu'il dénonce comme des pastiches à dater entre 1905 et 1930. La découverte d'un dessin non pas vraiment préparatoire, mais très très proche au niveau de la composition, dans la collection de Louise Dolphin van der Weycken, viendra confirmer cette assertion. Il reprend le dossier 2 ans plus tard dans le Wallraf Richards Jahrbuch, et étend largement le catalogue proposé par Marianne Ainsworth et effectue le lien avec les faussaires bruxellois mentionnés par Max Friedlander dans le 2e volume de son Alt-Niederländisch Malerei, qu'il publie en 1924. De surcroît, Didier Martens localise l'activité du faussaire dans l'axe Anvers-Bruxelles cette fois, une intuition qui sera entièrement confirmée. La machine est lancée et elle continuera inexorablement à tourner ces 20 dernières années. La saisie du panneau de la Madeleine Renders donne lieu à la publication en 2008, sous la direction de notre vice-président Dominique Van Wensberg, d'un ouvrage collectif réunissant des contributions issues de tous les horizons de la discipline. Par la suite, nombre de confrères et collègues apportent leur pierre à l'édifice. Kathleen Perrier-Litteren détecte un Van der Weycken précoce dans les collections du musée Gulbenkian à Lisbonne et publie dans notre revue un panneau que personnellement je considérais comme une falsification, mais qui s'est avéré après examen attentif être une restauration extensive. Anne Dubois a apporté toujours dans notre revue des éléments précieux concernant le statut d'œuvre conservé dans les collections des musées royaux. Didier Martens a retrouvé dans les collections de la Gentilhaus à Aschaffenburg un triptyque de Van der Weycken dont un dessin préparatoire est conservé dans les archives de Louise Dolphin van der Weycken. Et très récemment, Alexandre Dimov a partagé dans notre revue le fruit de ses recherches relatives au panneau de Memling conservé au musée Jacquemart-André. Est-ce à dire que la partie est gagnée? En feuilletant par hasard un catalogue de la Galerie Moderne, une salle de vente publique qui est située à quelques pas d'ici, j'ai eu la surprise de détecter une œuvre qui m'était inconnue, mais qui posait un problème frappant qui ne semblait pas avoir été détecté par le vendeur. Le panneau, dans un beau cadre de style Renaissance, est censé représenter, si on en croit l'inscription, Johannes Draconites, ou en allemand Johann Drach, un théologien originaire de Karlstadt qui a correspondu avec Érasme et à qui il a rendu visite en 1520 quand le prince des humanistes séjournait dans les Pays-Bas. Draconites adhère à la Réforme en 1521 et tout en consacrant une grande partie de son temps à la prédication, il publie plusieurs œuvres théologiques dont une Bible polyglotte qui ne sera pas achevée. Il meurt en 1566. On connaît un autre portrait de Draconites. Aujourd'hui, au musée de Philadelphie, la structure est très similaire, la coiffe diffère légèrement, et l'inscription se trouve cette fois en bas, accompagnée d'une date 1559. Le visage est par contre complètement différent. En fait, pour ce qui concerne le panneau passé à la Galerie Moderne, il s'agit d'un emprunt à une œuvre bien connue de Hans Memling. Le panneau aujourd'hui au Metropolitan Museum de New York. Mais qui, au début du siècle précédent, appartenait à la collection du baron Albert Oppenheim à Cologne, où il était donné à Jean Van Eyck. Le dessin préparatoire est conservé dans les archives
de Van der Weycken et les dimensions concordent. Belle enchère pour le panneau qui part à 34 000 €. On le retrouve quelques mois plus tard à Cologne chez Lempertz, avec une estimation qui a doublé entre-temps, et au passage des certificats émanant de 3 experts allemands réputés. Aucune référence au portrait de Memling dans la notice du catalogue Lempertz, mais une information importante, le panneau provient de la vente du consul Armand Hessel qui eut lieu le 29 mai 1933 chez Van Herk à Anvers. L'œuvre chez Lempertz est apparemment restée invendue. Peut-être que quelqu'un s'est rendu compte qu'il y avait malgré tout un problème, je ne sais pas. Le collectionneur anversois Hessel possédait d'autres œuvres que l'on peut attribuer sur des bases purement stylistiques à Jeff Van der Weycken. Une Vierge à l'enfant dans un paysage, c'est une vue de son salon. Une Vierge à l'enfant dans un paysage, le numéro 61 de la vente. Et plus troublant, une Vierge à l'enfant que j'ai eu la possibilité d'examiner dans l'atelier du restaurateur bruxellois Étienne Van Vive. Elle est la copie d'un panneau qui se trouve également dans la collection Johnson à Philadelphie. Pour conclure, il reste donc encore un travail d'analyse important pour purger notre inconscient collectif de ces œuvres fausses ou douteuses, de la main d'un homme qui s'est amusé à altérer la conception de la peinture flamande de la Renaissance qui se formait peu à peu au début du siècle précédent. La route est longue et j'en veux pour preuve la page Wikipédia consacrée à Draconites. L'illustration qui a été retenue est le panneau de Van der Weycken. Je vous remercie.